Welcome back to the main plenary room again. I hope you all enjoyed the discussion in the parallel sessions. And we're now moving to our plenary, which has a development focus. This morning, it was said that the OECD Reinforcing Democracy Initiative is mainly focused on the current challenges to long-established OECD democracies. Nevertheless, and we'll hear that, I'm sure, developing and transition economies are facing the same challenges that compound to their more long-term challenges of building solid institutions. The Development Assistance Committee, the DAC, served by the OECD Development Cooperation Directorate, has long-standing work in the area to frame development cooperation to support democracy, the rule of law, and human rights, including freedom of expression and peaceful assembly and association. So we're now going to discuss these issues, and I would like to invite the moderator, Frédéric Matthys, Head of Global Partnership and Policies at the OECD Development Cooperation Directorate, and the panelists in this plenary session to move on stage. Thank you very much. That's fine. Thank you very much. Good afternoon, and sorry for cutting your break. My name is Frédéric Matthys. I'm the Head of Global Partnerships and Policies in the Development Cooperation Directorate. And I'm very happy to moderate this panel today, which has the title, Current Geopolitical Challenges, Consequences for Development Assistance. I think it's already been said multiple times today that our world is a troubled place. We have multiple crises upon us, the largest number of... On a énormément de crises à gérer, selon l'état de la fragilité du monde de 2021. Il faut ici dire que dans les pays de l'OCDE, on voit que la fragilité augmente et ça fait partie d'un rapport publié par mon département. La crise du climat, c'est plus l'avenir, c'est maintenant. On a de plus en plus de pays qui sont classifiés comme autocratiques. Vous verrez que le nombre de gens qui vivent dans les États autocratiques ne fait que grandir. De plus en plus de populisme, la mésinformation, la désinformation, la haine, la violence entre les différents pays, les guerres en Ukraine et en Russie, en Éthiopie, en Somalie, d'autres problèmes frappent les pays et je pourrais continuer cette longue liste à l'infini. L'ambition de cette conférence aujourd'hui est d'étudier ces défis en se basant sur la coopération au développement, le rôle de la coopération au développement en particulier par rapport au renforcement de la démocratie. Donc, Franks fait partie de ce panel. Je suis très heureux de vous présenter les membres de ce panel. Je commence immédiatement par la gauche. Mampele Arampele, qui est coprésidente du Club de Rome. Depuis octobre 2018, elle a également géré le fonds Desmond Tutu. Elle est militante, docteure, autrice, PDG de la Banque des femmes, et encore beaucoup d'autres titres. Thomas Grimminger, directeur du Centre de Genève pour la politique de sécurité. Auparavant, il était secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et le développement en Europe. Auparavant, il a eu une longue carrière dans l'Agence suisse de développement et de coopération. Alors, à mon extrême gauche, Susanna Moorhead, présidente du comité d'assistance au développement de l'OCDE, qui réunit depuis hier 31 États membres. C'est un forum international unique pour promouvoir la coopération au développement et qui contribue à l'agenda 2030 pour un développement durable. Susanna a été ambassadrice britannique et directrice exécutive de la Banque mondiale pour la Grande-Bretagne. Elle a travaillé dans d'autres organisations qui luttent pour les droits des enfants. Alors, en simplifiant, je dirais que on peut se concentrer de façon bilatérale, multilatérale. On a pas mal de tout dans ce panel.
Alors, pour démarrer cette discussion, je voudrais en revenir à la base. Alors, j'ai mentionné ces différents défis. Comment pouvez-vous vous concentrer sur le renforcement de la démocratie? Est-ce que vous voyez quelque chose de positif à l'horizon? Quelles seraient les nouvelles frontières dans la prochaine décennie, dans les 10 années à venir? Merci beaucoup. La géopolitique dans le monde aujourd'hui, qui est un monde tourmenté, reflète des héritages que nous n'avons pas voulu gérer. Et l'héritage des conquêtes coloniales qui fixe le cadre de l'État, de la capture de l'État, vient d'un pays qui a gaspillé pratiquement 30 ans de la période post-apartheid. Step into the shoes of those who used to run government. But is there hope? Absolutely. I am delighted to see young South Africans today stepping up and raising their hands, not only in terms of civic activism, which is alive and well, and that's what actually defeated apartheid. It wasn't the ANC from Lusaka with an armed struggle that defeated apartheid. It was ordinary people in all walks of life. But what remains to be done is to heal the nation. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est guérir la nation, pas seulement mon pays, mais bien tout le continent africain qui souffre encore de la mentalité selon laquelle les services publics sont considérés comme une élite et comme une opportunité unique d'utiliser les ressources pour leur intérêt personnel. Alors ce changement de mentalité est également très positif, mais il requiert un certain soutien de la part du reste du monde, parce que les conquêtes coloniales ont enrichi l'Europe et ont extrait des ressources dans le continent africain, en Asie et ailleurs. Donc si nous voulons voir le monde s'améliorer, il faut repenser aux besoins de bonne gouvernance, mais il faut également investir dans cette bonne gouvernance. Et une contribution importante dans la conformation du futur d'un peuple libéré dans lequel nous, êtres humains, on se réunira en tant que famille humaine. Les gouvernements doivent construire la confiance. Et la construction de cette confiance vient des conversations, les yeux dans les yeux, comme certains membres du panel les ont décrites tout à l'heure. Donc je suis pleine d'espoir. Et je suis sûre que l'avenir est là pour nous tous. Nous sommes là pour le former tous ensemble, mais on ne peut pas le faire sans l'imagerie du G7, du G20 et sans les institutions publiques qui sont très souvent dominées par les femmes et par les hommes, où les femmes et les jeunes sont très peu présents dans les postes publics. Merci beaucoup. Je suis très heureux de porter mon costume bleu marine aujourd'hui. Thomas, vous êtes optimiste aussi? Je voudrais bien. Je voudrais mentionner quelques défis géopolitiques qui touchent vraiment l'environnement politique où nous opérons. Dans les environnements politiques des pays donateurs, mais aussi dans les pays bénéficiaires. Et l'un de ces acteurs, l'un de ces éléments, c'est clairement la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Étant donné qu'on n'a pas de boule de cristal, il faudra réfléchir et penser à différents scénarios. Et tout cela dépendra de nous. On verra si on est capable d'appliquer une perspective à moyen terme. J'espère qu'on sera passé à quelque chose qui ressemble davantage à
un conflit plus faible, avec ou sans cessez-le-feu, la même chose que ce qu'on a vu depuis 2014. Est-ce qu'il y aura des escalades conventionnelles, non conventionnelles? Ça se fera sur le cyberespace, dans les infrastructures civiles, etc. Ou est-ce que la guerre va se terminer? Et si la guerre se termine, est-ce que ce sera une fin négociée? Est-ce que ce sera ressenti comme étant une négociation juste, y compris par les différentes parties au conflit, y compris par l'Ukraine? Et je pense que tous ces éléments auront un impact fondamental sur l'environnement géopolitique dans lequel nous nous mouvons. Je pourrais également étendre ce discours à une autre dimension géopolitique très importante, à savoir la question de savoir comment cette rivalité stratégique peut également s'étendre ou avoir un impact sur les États-Unis, en Chine. Est-ce qu'il y aura une concurrence justement gérée ou est-ce que ça va devenir une confrontation vraiment hostile? Alors je pourrais en fin de compte en revenir à certaines répercussions de cette guerre sur l'environnement des ODA en termes un peu plus spécifiques. Mais je pense que ce sera pour plus tard. Susanna, quelle est votre réflexion sur cet optimisme ou sur ce pessimisme relatif? Je pense qu'il faut être optimiste dans ce monde, particulièrement maintenant. Si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire récente, le besoin, c'est la mère de tout ce que nous faisons, de tous nos agissements. Les nuages couvrent maintenant depuis une dizaine d'années nos économies. La date de la complaisance, l'âge de la complaisance est passé. On a promis plus qu'on ne pouvait atteindre pour le Grand Sud quand on a pensé que on faisait des progrès linéaires sur les droits des femmes, quand on pensait que les démocraties n'étaient pas vraiment menacées. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que tout le contraire. On voit que des gens reculent dans une pauvreté extrême. Aujourd'hui, en 2022, il y a des gens qui meurent de faim dans un certain nombre de pays. Et ça, c'est vraiment un échec massif et collectif de l'humanité. Je pense qu'on pourrait passer du temps à repenser aux coupables, à qui la faute. Et ça pourrait donner lieu à un débat très vif, très vivant. Mais de façon paradoxale, je pense qu'on pourrait se mettre d'accord sur le diagnostic des problèmes, mais on ne serait pas d'accord sur la solution qu'on pourrait y apporter. L'infrastructure globale doit être réformée. Elle a été conçue au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Et même si ce système multilatéral a besoin d'être réformé, je pense que d'une certaine façon, on doit gérer cet élan de la réforme, ce qui se passe en Ukraine ou ailleurs. Je suis aussi optimiste quand je regarde les jeunes et quand je vois avec quel sérieux ils prennent la menace climatique. Je pense que notre génération sera jugée très sévèrement par nos enfants et nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Je pense que tous ensemble, on doit prendre cette transmission intergénérationnelle beaucoup plus sérieusement que ce que l'on ne fait jusqu'à présent. Je suis optimiste par rapport à la science. Le problème du Covid, ce n'est pas les scientifiques. Eux ont développé le vaccin. Le problème, c'est que les politiciens n'ont pas réussi à le faire arriver là où ils devaient. Mais on a un énorme potentiel pour surmonter la pauvreté et repenser à une grille, si vous voulez, tout à fait nouvelle qui s'assure que les gens ont accès à l'électricité qu'ils méritent, mais qu'ils puissent également produire un excédent et le revendre à l'Europe. Et le coût
des énergies renouvelables ne peut pas être un obstacle. Je suis optimiste par rapport au pouvoir des femmes, mais je suis également consciente que quand donne l'impression d'être trop puissante, on est en danger. Alors ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire. Il y a suffisamment de ressources financières et autres dans le monde que pour réduire la pauvreté et pour atteindre la plupart des objectifs de développement durable. C'est une question de distribution et de volonté politique. Alors ça nous ramène au point de départ, c'est-à-dire que nous devons être ambitieux pour réformer l'architecture globale. Il faut que nos démocraties mettent la pression sur les gouvernements pour vraiment réaliser les investissements qu'il faut. C'est vraiment fondamental à cette époque. Oui, dans le fil de vos arguments, qui est coupable, ce n'est pas le plus important. Il faut voir ce que l'on peut faire. Vous avez fait allusion au fait que vous avez un œil critique en ce qui concerne l'assistance au développement et vous avez rédigé un article pour ce forum où vous dites l'assistance au développement est un truc qui est utilisé par des sociétés à l'égard de leurs anciennes colonies pour être sûr que le monde ne les appauvrisse pas et donc apporter de l'aide sous forme de 1% des PNB des pays riches est quelque chose qui est proche de l'injure. Donc c'est un langage assez fort que vous avez utilisé dans un document public. Alors, quelle est l'alternative? Comment allez-vous concevoir une réforme? Quelle est la proposition, en fait? Bien, tout d'abord, si vous voulez corriger ce qui a été mal, il faut reconnaître ce qui a été mal. Imaginez si quelqu'un vient et prend propriété de votre maison et puis la détruit, l'abîme, et puis après quelques décennies, ils s'en vont de cette maison et ils vous disent, voilà, la facture de 10 000 € par mois. Est-ce que c'est juste? Je crois que ce dont nous avons vraiment besoin, c'est reconnaître que toutes les générations de personnes dans la plupart du monde ont été privées de ressources qui auraient pu être utilisées dans des espaces totalement différents. Mais on ne peut pas défaire l'histoire, on ne peut pas la détricoter. Il faut en tirer des enseignements. Alors, comment corriger ce qui a été mal? Eh bien, je crois que reconnaître les choses, c'est quelque chose qui contribuera à une décolonisation des esprits des gouvernements. Parce que ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est que le gouvernement entrant a continué avec le même type d'approche d'élite. Et donc, ma proposition, ce serait que, et c'est un petit peu le résultat de ce qui se passe d'ailleurs sur la planète, en particulier par rapport à l'urgence climatique. Donc maintenant, il y a une acceptation de ce que, en tant que communauté humaine, en tant que famille humaine, nous ne pouvons pas faire autre chose que d'être d'accord sur le fait que nous devons combiner nos ressources. On ne parle pas de millions, on parle de milliards pour aider les pays qui vont être sévèrement affectés, qui sont sévèrement affectés et se trouver en situation désavantageuse en raison des problèmes climatiques. Et puis, c'est la même chose un petit peu par rapport aux opportunités. Opportunités qui ont été ôtées à une grande partie de la population. Il ne faut pas réfléchir en termes de qui est coupable, il faut faire ceci ou cela. Il faut se dire plutôt que si nous voulons construire une égalité sur le plan mondial pour avoir une planète saine, je ne parle pas des ODD, parce que bon, on parle des ODD, mais vous parlez d'avoir de plus fortes ambitions, mais les ODD, c'est vraiment l'ambition commune, le plus bas dénominateur commun, et vivre avec 4 $ par jour, ce n'est pas quelque chose de suffisant. Je crois qu'on est tous d'accord avec cela. Et donc, je crois qu'il faut intégrer les ODD, mais bon, se dire que 4 $ par jour, ce n'est pas suffisant. Et je crois qu'il faut revenir vers
ce que nous sommes. Il faut nous souvenir de ce que nous sommes, une seule famille humaine. Et ce que l'on veut, c'est qu'on ne veut pas en fait que notre famille vive avec $4 par jour. Et je ne crois pas qu'on puisse le faire demain non plus. Il faut que l'on soit engagé. Et si nous avons cet engagement, nous pouvons œuvrer tous ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des communautés qui s'organisent elles-mêmes dans l'ensemble du monde, dans mon pays aussi. Et j'étais très heureuse de voir que le Premier ministre Trudeau va se rendre dans ces communautés indigènes pour aider le Canada à utiliser la science autochtone pour pouvoir se préoccuper des forêts, prendre soin des forêts. Est-ce que l'on peut faire la même chose partout ? Parce qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de bonne volonté et beaucoup de talent et de connaissances également parmi les personnes qui ont été laissées en marge à cause des systèmes économiques monétisés, globaux que nous avons. Il faut que l'on s'attaque également à un recadrage de l'économie, qu'on revoie l'économie et que l'on se retire des processus d'extraction qui appauvrissent des millions et qui enrichissent seulement quelques rares personnes. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que je passais directement à Susanna pour la question suivante. Donc, le fait de repenser, il faut repenser l'assistance au développement. Vous en avez parlé également dans votre article lorsque vous avez parlé de l'état de fragilité. Nous devons avoir de nouvelles approches. C'est urgent en raison de l'échelle de la crise et de l'urgence. Donc, comment voyez-vous que ceci pourrait fonctionner? Quel élément qui pourrait servir de catalyseur? L'assistance au développement officiel n'est pas parfaite, l'ODA, mais elle est dynamique en même temps. Et si l'on voit l'ODA, il y a même 20 ans, c'était très différent en tant qu'instrument par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et l'efficacité, les principes d'efficacité que nous avons introduits se basent essentiellement sur les partenariats. Et il y a un sommet fondamental à Genève, d'ailleurs, le mois prochain. Et le monde se réunira pour essayer de voir comment nous pouvons mettre à profit le moindre euro et utiliser dans la meilleure façon possible les rares ressources disponibles. Mais en même temps, c'est un montant qui rétrécit. Ce sont des ressources qui rétrécissent. Mais la demande, de son côté, augmente de manière exponentielle. On n'a pas encore les données de l'année passée, mais bon, il y a de plus en plus de demandes à cet égard. Et j'ai mentionné la famine. Si vous avez plus vous allez apporter en termes de développement, moins vous aurez pour aider certains pays. Alors, il y a des pays qui ont des sources alternatives de financement, mais il y a certains pays pour lesquels ces ressources sont manquantes. Et pour moi, tous les membres de l'ODA qui est comme la Lituanie, par exemple, devraient donner au moins de 0,7% pour l'ODA. Mais je suis réaliste en même temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer pour l'instant. Et je souhaiterais également que les pays les plus riches du monde respectent leur engagement d'au moins 100 milliards. Mais voilà, nous en sommes où nous en sommes. Et ma plus grande préoccupation, c'est que si vous étendez, c'est un peu comme un morceau de tissu. Si vous tirez ce tissu dans tous les sens, vous allez le déchirer, il ne restera rien. Donc, ce que l'on fait par rapport à ce concept d'efficacité dans notre comité sur l'efficacité de l'assistance au développement, on essaye de fixer des normes, des règles sur la façon dont les pays partenaires peuvent choisir la façon dont ils peuvent utiliser cette aide au développement. Alors parfois, ça fait l'objet de controverses. Par exemple, nous avons consacré beaucoup de temps sur les lignes directrices sur l'égalité du genre ou l'autonomisation ou l'investissement dans la société civile, le fait qu'il faut construire des institutions fortes pour promouvoir la voix des citoyens et la transition démocratique. Et ce n'est pas toujours dans l'intérêt de toutes les élites politiques. Mais en même temps, on fait ce qu'on peut avec les ressources qu'on a. Mais aussi, ce que nous disons, c'est que de plus en plus, l'aide au développement ne
peut pas tout faire non plus. Et en fin de compte, il y a également le secteur privé qui doit investir beaucoup plus pour générer des emplois. Il y a tous ces enfants qui sont nés dans les années 2000 et qui vivent grâce aux investissements dans la santé maternelle, dans les vaccins, etc. Ils ont maintenant 22 ans et travaillent. Et l'assistance au développement ne peut pas faire tout cela, mais le secteur privé, si, peut intervenir. Et de plus en plus, les actionnaires de la banque de développement, c'est-à-dire nous tous, exercent des pressions sur les banques pour qu'il y ait de plus de ressources dans les pays qui n'ont pas ces situations fiscales que nous avons dans nos pays. Donc, c'est quelque chose qui augmente de façon incrémentale. Alors, Rome ne s'est pas construit en un jour et les ODD ne vont pas être concrétisés du jour au lendemain non plus. Et je suis d'accord, il faudrait que ce soit ces ODD un minimum. Mais pour l'instant, c'est un objectif. Mais une touche positive, si l'on écoute ce qui ressort de Sharm el-Sheikh, de la COP27, en fait, la question des dommages a vraiment été au centre des discussions. Les petits États insulaires en développement qui littéralement coulent à cause des effets du changement climatique sont évoqués et se sont réunis pour avoir une voix beaucoup plus forte. Et on les écoute d'ailleurs beaucoup plus qu'il y a 5 ans, par exemple. Donc c'est un changement qui va en augmentant et je crois qu'il y a une reconnaissance de plus en plus importante, comme cela a été dit. Si on ne travaille pas tous ensemble, si on n'investit pas ensemble, si nous ne partageons pas ce que nous avons de manière plus équitable, eh bien l'humanité se trouve actuellement dans une très mauvaise position. Donc il faut aider les jeunes, c'est leur avenir plutôt que le nôtre qui est en jeu. Et la question réelle pour moi, c'est de savoir comment on génère cette volonté politique collective pour pas seulement renforcer la démocratie et instaurer la confiance, je me tourne vers le titre, mais pour assurer que la démocratie est quelque chose de concret pour tout le monde et pas seulement pour quelques personnes. Merci beaucoup. Beaucoup d'éléments ici et je voudrais aller dans le sens de ce que Thomas disait. Il parlait de la COP27 et il disait que, bon, on a dit qu'on parle des dégâts qui ont été occasionnés, mais il y a beaucoup de processus multilatéraux qui sont en cours, qui pourraient être une solution. Il y a différents articles que vous avez rédigés en disant que vous êtes assez optimiste et vous avez dit que d'ici 20 ou 30 ans, les nations se seront rendues compte qu'elles ne peuvent pas s'attaquer aux défis actuels sans la coopération internationale. Ils auront compris qu'il faut travailler avec les institutions multilatérales et auront mobilisé la volonté politique pour changer les choses. Et il faudra avoir une croyance renouvelée dans le multilatéralisme. Alors comment est-ce que ceci pourrait se produire en reconnaissant que de plus en plus de pays sont considérés comme étant autocratiques et ne voient peut-être pas la coopération et le multilatéralisme comme la voie à suivre? Oui, si vous le voulez bien, tout d'abord, je voudrais dire que c'était une déclaration qui n'est pas en fait un diagnostic ou un prognostic. Et j'étais très préoccupée par les tendances que j'observais, comme par exemple le transactionnalisme, l'unilatéralisme et une croyance de moins en moins dans les approches coopératives pour résoudre les problèmes mondiaux. Et donc par rapport à cela, je dirais que essentiellement, il s'agit d'avoir un nouvel engagement apolitique par rapport à ces approches. Ce sera tout à fait décisif, que l'on soit optimiste ou pessimiste en ce qui concerne le multilatéralisme. Et je crois que dans la lutte contre la Covid, on a vu en fait les deux revers de la médaille, les deux faces de la médaille. Il y a des réponses nationalistes, égoïstes, pendant la première moitié, mais pendant la deuxième moitié, on a vu des attitudes plus multilatérales, plus prometteuses. Et ça permet de renforcer ma confiance par rapport au système quelque part. Mais autrement, de manière générale, pour dire la vérité, je ne suis pas particulièrement optimiste
dans le sens où je fais une différenciation lorsque je vois le paysage multilatéral pour l'instant. Je pense que l'homogénéité du multilatéralisme conduit à des possibilités de travailler de manière efficace. Et je suis donc relativement optimiste pour des organisations régionales comme par exemple l'Union européenne ou pour les alliances pour la défense telles que l'OTAN, mais peut-être moins optimiste pour des organes politiques en commençant par le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Mais il y a des outils, il y a des organisations pour lesquelles j'ai travaillé, des organisations pour la coopération, par exemple, en Europe. Et je crois que les institutions multilatérales plus techniques sont orientées et de plus en plus vers ce qu'il faut effectivement obtenir. Et je suis parfois optimiste par rapport aux organisations techniques des Nations Unies, par exemple, ou certaines instances internationales, mais peut-être moins en ce qui concerne les mécanismes politiques. Et Suzanne a parlé des ressources pour l'ODA. Et je crois que ceci me permet également d'établir un lien avec ma première déclaration, à savoir la mesure dans laquelle la situation de la guerre aura un impact et sur la façon dont l'ODA fonctionnera. Je crois qu'il y a une concurrence très importante par rapport aux ressources. Et ce sera le cas au cours des mois et des années à venir. Il y a également les dépenses en matière de défense qui augmentent. Et une fois que la guerre, enfin on l'espère, arrivera à son terme, il y aura une reconstruction et ça va avoir un impact sur la disponibilité des ressources par rapport aux dépenses habituelles de l'ODA. Et donc ceci va également envahir les investissements concernant la mise en œuvre des ODD. Je crois qu'il sera très important que l'ODA arrive à défendre l'idée selon laquelle l'ODA concerne finalement toute la question de la prévention et qu'il s'agit d'une assistance intelligente, que c'est un bon investissement pour réduire les risques que les choses se passent mal et donc qu'il faut de ce fait investir pour éviter des coûts plus onéreux par la suite. Et puis, nous avons également les répercussions négatives après-guerre, en particulier les effets dans le Sud en termes d'énergie, d'insécurité alimentaire, etc. Et je crois que c'est le type de narratif qui est important si nous voulons empêcher cette espèce d'effet d'envahissement pour les années à venir. Merci. Merci. Je crois que c'est un débat que nous avons eu. On le constate également dans nos rapports. Parfois, l'augmentation de certaines choses au détriment du développement. Mais une question que je vous adresse à tous est comment éviter que par rapport aux ressources pour le développement disponibles, que la démocratie, l'établissement, l'instauration des États puissent continuer. On a parlé de la société civile, mais quels seraient les 3 ingrédients majeurs pour éviter que les ressources puissent être utilisées pour la démocratie? On n'a pas toujours de très bons antécédents. Donc, comment changer la narrative? Avec le micro, s'il vous plaît. Oui, je me sens fortement encouragée par l'accord. Et il y a par exemple des forums tels que la COP26 ou la COP27, et ça a commencé même avant. Il faut se mettre d'accord sur le fait que les dégâts, les pertes, c'est quelque chose qui doit attirer des investissements pour vraiment réparer ces dommages et ces pertes. Et je ne parle pas d'aide humanitaire, je parle d'investissement dans de nouveaux
mode de création, de résilience et de moyens de subsistance pour les gens. Et donc, pour moi, les ressources ne seront jamais suffisantes tant que nous avons le modèle actuel de développement économique qui est fortement financier. C'est un modèle d'extraction, ce n'est pas un modèle qui investit sur le long terme, sur le bien-être à long terme pour toutes et tous. Et donc je crois que l'une des façons possibles pour nous d'atténuer cela est le fait que l'aide humanitaire soustrait de l'argent aux investissements. En fait, ceci signifie que l'on s'engage par rapport au besoin de travailler de manière différente avec des partenaires différents. Il y a des exemples vraiment encourageants de communautés qui s'organisent elles-mêmes dans le monde, dans mon pays par exemple, qui a des problèmes qui n'étaient pas connus par le passé. Et si nous pouvons investir dans les gens, parce que nous avons des villes qui sont tout à fait ingouvernables à cause du désespoir des personnes dans les zones rurales. Donc les personnes s'en vont, s'échappent de ces zones rurales. Et il faut également tenir compte de la nature des villes coloniales qui étaient un modèle d'exclusion. Et donc il faut réimaginer les choses. Qu'est-ce que c'est que les zones urbaines? De quoi faut-il se préoccuper? Et on parle d'Afrique 1, 2, 3. En fait, il s'agit de réimaginer les villes en Afrique. Donc, ceci pour ne pas reproduire les villes telles qu'on les connaît en Europe ou dans d'autres parties du monde. Et c'est vraiment un appel à l'imagination, à une nouvelle imagination, mais c'est également un appel à des pays comme par exemple la France. Et je ne sais pas combien d'entre vous le savez, mais la France a travaillé avec Haïti et a parlé de la libération des esclaves. Mais il y a eu un legs tout à fait pénible qui a été laissé, et il faut que ce soit reconnu par la France. C'est des pertes et des dommages également, comme pour le changement climatique. Et cela pourrait être un exemple, source d'inspiration quant à la façon dont on peut rendre positif quelque chose et qui a été négatif dans les relations humaines. Et je crois que les êtres humains ont la capacité, j'en suis convaincue, la capacité à relancer les choses pour pouvoir tirer le meilleur de tout le monde. Donc il faut réimaginer les institutions pour pouvoir travailler de la sorte. Merci. Merci beaucoup Thomas. C'est la même question que je vous pose. Oui, eh bien, je crois qu'il faut que l'on reconnaisse que travailler dans un environnement autoritaire est quelque chose de très complexe et difficile, mais en même temps, il faut que l'on défende l'idée de ce que la coopération peut renforcer la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Et que le désengagement et l'isolement, ce n'est pas une stratégie. Et je crois que il existe des méthodes dans le cadre de la coopération au développement qui permettent de s'adapter à différents degrés d'autoritarisme. Et lorsque l'autoritarisme est relatif, on n'applique pas le soutien au budget parce que ceci mettrait en péril le renforcement du type de structure d'État que l'on souhaite renforcer. Et finalement, on peut souhaiter se concentrer plus sur le renforcement de la société civile et sa résilience.
Et je crois que ce que j'essaie de défendre comme idée ici, c'est qu'il faut s'adapter, il faut adapter les choix de partenaires, choix d'instruments, et puis également essayer de faire la différence, même lorsqu'il s'agit d'environnements politiques très difficiles. Et le désengagement, l'isolement, je ne crois pas que ce soit la stratégie efficace à suivre. Merci. Suzanne? Ce sont des points très intéressants. Est-ce que si vous pouviez ajouter une couche supplémentaire de complexité, parce que Thomas propose certaines choses, mais alors comment s'attaquer aux nouveaux venus sur le marché qui n'ont pas les mêmes normes ou les mêmes valeurs que nous? Donc, comment être en concurrence avec ces nouveaux venus? En fait, la première chose que l'on doit faire, c'est ne pas laisser du Sud être les victimes de l'agression russe. Et ça, c'est vraiment très important. C'est une opinion personnelle et ce n'est pas partagé par tous les membres, mais je crois que les ressources pour l'Ukraine devraient être des ressources supplémentaires à l'aide au développement. En deuxième lieu, il faudrait lutter contre la narrative russe, à savoir que c'est l'Ouest qui conduit aux pénuries alimentaires dans les pays en développement, ce qui n'est pas le cas. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pénurie par le passé suite au changement climatique ou aux sécheresses, mais maintenant, il y a vraiment un blocage. Les céréales ne peuvent pas aller ou vont trop lentement en dehors de la Russie et de l'Ukraine, ce qui fait qu'il y a une hausse de prix phénoménale. Donc, je crois qu'il est important d'en tenir compte. Mais en même temps, nous avons besoin de tenir compte du fait qu'il y a pas mal d'autres acteurs, d'autres bailleurs de fonds et il y a des discussions très importantes que nous avons eues cette semaine, par exemple, par rapport à la Chine. La Chine qui joue un rôle de plus en plus important dans le Sud, habituellement en investissant des infrastructures plutôt que dans le développement humanitaire ou le développement humain. Mais je crois que le consensus ou la majorité des points de vue au sein du comité, c'est que une chose qu'on ne faut pas faire, c'est prétendre que ce n'est pas en train de se passer. Donc il faut, et ça revient un petit peu à ce que Hella disait, à savoir comment avoir un autre type de conversation. Et il y a une volonté à le faire. Et nous avons également un dialogue régulier avec les bailleurs de fonds arabes aussi, qui apportent beaucoup d'assistance au développement, assistance humanitaire. Et au Nouvel An, j'irai en Arabie Saoudite parce qu'ils ont un sommet. Ils veulent qu'on soit là pour en parler. Et l'une des plus grandes difficultés pour les membres qui ont des normes et qui sont transparents et qui opèrent une réduction de comptes par rapport à le Parlement et qui ont des systèmes de révision. En fait, nous avons des normes très élevées que nous nous imposons les uns les autres et également des règles imposées par les partenaires. Mais il y a certains bailleurs de fonds qui ne le font pas. Alors, on peut exiger la reddition de comptes, etc. Mais si on veut cela, tout le monde doit le faire. Et ce qui me préoccupe, c'est que certains pays vont peut-être dire « Oh, désolé, si cela ne s'applique pas à tout le monde, eh bien, à ce moment-là, on ne va pas le faire. » Et l'histoire et l'expérience montrent que parfois, ceci conduit à des partenariats moins efficaces. La géopolitique est de plus en plus complexe, mais en même temps, nous offre des opportunités. Il y a une coopération triangulaire qui est vraiment très importante. Il y a 2 pays dans le monde qui ont fait plus que n'importe quel autre pour sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté. C'était la Chine, mais je crois qu'en même temps, il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre. D'une part, nous avons une des plus grandes démocraties. Par ailleurs, un autre pays qui n'est pas du tout une démocratie, mais en même temps, ce sont des acteurs très importants. Et pour notre comité, il ne s'agit pas simplement de s'asseoir avec des gens qui pensent exactement comme nous. On peut penser qu'on a une coalition d'esprit aux idées communes, mais bon, ce qui est important, c'est de s'asseoir également avec des personnes qui ont des approches totalement différentes.
et nous devons assurer la reddition de comptes du bas vers le haut et il faut que les citoyens soient plus impliqués et que l'on pense aux communautés au niveau local et il est important de le faire parce que en fait, moi, ce que je demande fondamentalement, c'est que nous mettions l'accent sur les conséquences mondiales pour les pauvres qui sont affectés par ce conflit horrible. Et je pense simplement à la question alimentaire. Le programme alimentaire mondial a dit que cette année, c'est une question de répartition, mais d'ici peu, ce sera une question d'approvisionnement mondial. Et ceci est vraiment effrayant. Et la seule façon de s'attaquer à ça, c'est de travailler tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Nous en arrivons déjà à la fin de cette discussion. On aurait pu en parler encore plus. Mais voilà, je vais vous donner la parole brièvement pour un message que vous souhaitez adresser aux décideurs demain ou dans un autre forum. Quelle serait votre grande demande qui ferait une différence fondamentale? Donc, on a entendu ceci au travers de ce que vous avez dit, mais quelque chose de concret, quelque chose de pratique, un message spécifique. My key message is that treat every human being Mon message clé, c'est que chaque être humain, il faut traiter chaque être humain comme vous voudriez être traité. we will make sure that the least amongst us Et nous devons assurer que chaque être humain obtienne le soutien dont il a besoin. Si nous voulons que les institutions multilatérales remplissent leur rôle, nous devons investir à la fois le leadership politique qui doit s'engager. Ça veut dire qu'il faut des ressources, il faut investir des ressources, mais l'État doit être prêt. Les États doivent être prêts, les institutions multilatérales doivent être soignées, elles doivent être investies, elles doivent être réformées. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'engagement politique. Je voudrais partager avec vous une réflexion que j'ai eue lorsque j'ai essayé de mettre en œuvre un programme de réforme à l'OECD. J'étais frappée par l'énorme fossé entre le blabla des États par rapport à la réforme des organisations multilatérales et le soutien, le véritable soutien politique et financier accordé à ces réformes, qui étaient bien loin de ce que contenait le discours. Alors je dirais nourrir la démocratie, nourrissez la démocratie et prenez-en soin. Ça veut dire que tout le monde doit investir dans une meilleure direction politique. Et je dirais que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être au cœur de tout ce que vous faites. Je ne pense pas qu'il nous reste beaucoup de temps. Un grand remerciement aux panélistes. Merci.